Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai la joie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de thématiques assez spécifiques qui regardent la femme, surtout la femme autour de la quarantaine. C'est une thématique que vous m'avez souvent posée pour que je puisse l'aborder, notamment le sujet de la maternité ou non, du célibat autour de la quarantaine, des dynamiques relationnelles, de la congélation d'ovocytes, bref, toutes ces questions qui nous arrivent un petit peu en pleine tronche quand on approche la quarantaine. Pour ma part, je vais avoir 40 ans en mai 2026, donc je suis aujourd'hui célibataire sans enfant. La grande question qui m'est posée, c'est comment ça va, comment tu le vis et j'ai envie en fait de vous partager quel est mon parcours autour de ces thématiques, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire autour de ces thématiques, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de résonance ou en tout cas de choses qui pourront peut-être vous faire réfléchir. En tout cas, c'est le but. Alors, la maternité, déjà, c'est un sujet qui, pour moi, n'en était pas un jusqu'à mes 35 ans, parce que je me suis toujours dit que je serais un jour mère et que je serais très heureuse de l'être. Et j'ai toujours eu cette sensation, que j'ai encore aujourd'hui d'ailleurs, que si j'étais mère, il y a quelque chose qui allait vraiment shifter. Et je parle au-delà de ces avant-après que peuvent vivre certaines femmes. Il y avait vraiment une forme presque d'appel de waouh, va y avoir un truc énorme le jour où tu vas avoir ton propre enfant dans les bras, le jour où tu vas être mère. Donc, j'avais cette croyance, en tout cas, ce ressenti et peut-être cette intuition. Et pour moi, c'était une évidence. Sauf que, à l'âge de mes 35 ans à peu près, je suis tombée très amoureuse d'un homme qui ne voulait pas d'enfant. Et il avait un avis très tranché là-dessus. J'avais essayé de discuter avec lui, mais il était vraiment fermé à cette idée d'être papa. Et en tous les cas, durant les 2 premières années de notre relation, il était très clair là-dessus et ferme là-dessus. Ce qui m'a obligée à faire un travail, qui m'a obligée. J'ai fait le choix en fait de faire ce travail parce que je voulais rester avec lui. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs choses. La première, c'est que une part de moi pensait que je serais vraiment femme avec un grand F le jour où je serais maman. Et bien sûr, je voyais bien que j'étais mère dans mes projets professionnels, dans mes entreprises. Les personnes qui font les retraites avec moi me disent toujours t'es une vraie mère louve avec nous. Donc, il y avait ce côté-là, mais j'avais quand même cette conviction de il faut que j'enfante pour devenir femme. Et j'ai dû me libérer de cette croyance complètement limitante, en fait, pour réaliser que pas du tout, et qu'il y avait aussi quelque chose de très beau dans le fait de pas forcément être mère d'un enfant, que ça allait pouvoir aussi ouvrir d'autres possibilités, d'autres espaces. Et c'est comme si cette prise de conscience, ça me permettait de remettre l'énergie au milieu, entre si un jour je suis mère et que ça arrive, je réalise que ce ne sera pas forcément aussi tout beau, tout rose et idéalisé comme je peux avoir tendance à le faire, et qu'il y aura des avantages, il y aura aussi voilà, beaucoup de concessions. Et d'un autre côté, c'était de voir aussi le beau de peut-être ne pas être mère et de voir la liberté que ça peut donner et les avantages d'une certaine manière, même s'il y aurait les regrets, bien sûr, de ne pas pouvoir avoir donné la vie ou voir mon enfant grandir, mais qu'il y avait quand même voilà, du beau là-dedans. Donc ça a été une forme de guérison, de libération, d'apaisement, et ça m'a apporté beaucoup de résilience par rapport à ce que la vie pourrait m'apporter ou non. Et la deuxième chose que j'ai identifiée, c'est que en fait, j'étais très mère. Comme elle le disait, voilà, ces personnes qui sont venues me voir et qui me disaient t'es mère louve, j'ai ce côté très maternant, très même avec mes amis où voilà, mes amis me disent que je suis très généreuse, que je donne beaucoup, j'aime prendre soin, j'aime nourrir l'autre. Il y a vraiment quelque chose de très maman. En plus, je suis d'origine italienne, donc le côté mama italienne, on n'en est pas loin. Et ça m'a permis aussi de voir cet archétype-là qui était très présent chez moi pour peut-être ajuster aussi à qui je donnais et comment je donnais, surtout dans la relation amoureuse. Donc ça a été très intéressant en fait de me poser cette question à l'époque parce que j'ai pu mettre en lumière les archétypes qu'il y avait en moi et les réajuster, et ce dans tous les domaines de ma vie, que ce soit professionnel, entrepreneurial, relationnel, parce que même par rapport à mes finances, c'est encore un sujet aujourd'hui, j'ai toujours eu tendance à trop donner, à trop dépenser pour les autres. Et ça a été, et c'est encore un peu difficile de me prioriser et de vraiment me dire non, non, ça je garde pour moi, c'est moi d'abord, pour mes propres rêves, pour mes propres ambitions, pour mon propre plaisir. Mais voilà, parfois juste de se poser la question là-dessus, on peut être surpris de voir tout ce que ça vient révéler de nous-mêmes. Ensuite, pour être tout à fait honnête, je suis très heureuse de ne pas avoir eu d'enfants avec les hommes avec qui j'étais dans le passé. Parce que les relations dans lesquelles j'étais, c'était des relations qui étaient en résonance avec les blessures que je portais, avec mon besoin d'être aimée, d'être reconnue, d'être validée. Donc, avec des schémas
toxique de femmes qui donnent trop, qui minimisent ses ressentis, parce qu'au fond, le problème, c'était je ne suis pas assez, donc il faut que je me contorsionne, que je me modèle, que je m'adapte à l'autre pour qu'on m'aime. Et c'est très inconscient tout ça. Hein. C'est comment dire, on n'a pas du tout conscience de ça quand on vit la relation. En tout cas, moi, c'était mon cas, j'avais pas du tout conscience de ça. Ça se passe subtilement, mais avec le recul, en fait. C'est là aujourd'hui, je le vois. Et l'autre, au-delà de je ne suis pas assez, il y avait ce côté de je veux vivre ça, je veux vivre cette intensité, je veux vivre cette relation que j'idéalise. Donc, je mets sous le tapis certaines choses. Et en fait, pour ceux qui ont écouté mes podcasts précédents, vous savez que voilà, je me suis quand même bien cassé les dents au niveau relationnel, mais j'ai beaucoup appris de ça. Et c'est évidemment quelque chose aujourd'hui que je ne veux pas reproduire dans mes relations et que je ne pourrais pas reproduire. En tout cas, pas dans les mêmes degrés. Parce que forcément, quand on est passé par ça et quand on voit ses propres schémas, il se passe autre chose. Et moi, mon schéma majeur, c'était ce côté syndrome du sauveur, où essayer inconsciemment de tellement vouloir aider l'autre qu'on empêche l'autre d'évoluer. Pour ma part, en fait, j'ai réalisé lors de ma rupture que j'ai tellement voulu aider mon ancien partenaire parce que je voulais en fait quelqu'un qui ne soit pas comme mon père. Je voulais quelqu'un qui soit autonome financièrement aussi, qui soit responsable, soutenant. Et je ne dis pas ça du tout pour critiquer mon père, parce qu'il a fait ce qu'il a pu, et je suis convaincue que chaque être humain fait ce qu'il peut, et de son mieux, depuis son espace et sa vérité. Ça, vraiment, j'en suis convaincue. Mais mon père, voilà, il a grandi en orphelinat, il n'a pas eu de modèle parental, il n'a pas eu de modèle paternel en tout cas. Et avec ma sœur et moi, il était soit très autoritaire, soit émotionnellement absent. Et puis, clairement, ma mère à la maison, elle se tapait tout. Donc, moi, j'ai vraiment eu ce truc de « Ah, je veux tout sauf ça ». Moi, je veux quelqu'un qui soit là, dans le partage des tâches, responsable, mature, intelligent émotionnellement, enfin bref. Et quand je me suis retrouvée avec quelqu'un qui n'était pas forcément autonome, indépendant, qui n'avait pas guéri certaines choses, en fait, pour moi, depuis un espace d'amour, j'avais tellement envie de l'aider que j'ai tout fait pour le soutenir. Mais en réalité, parce qu'il y avait ces blessures aussi derrière, et puis même s'il y a de l'amour, en fait, ça vient quand même depuis un espace de contrôle. C'est-à-dire, je veux contrôler la situation et peut-être inconsciemment te faire grandir un petit peu plus vite que ce que tu ferais par toi-même. Et puis, c'est clairement un syndrome du sauveur exalté, en fait. Et c'est là où je me suis cassé les dents. Et le souci majeur de cette situation, c'est qu'à force de vouloir aider l'autre, avec toutes les bonnes intentions du monde, en fait, on le laisse dans la dépendance. Et ça, c'est dur. C'est dur de le réaliser, c'est dur de l'entendre, mais surtout, en fait, ça laisse des brèches, ce genre de comportement, surtout à ceux qui veulent profiter de vous. Et si toi qui m'écoutes, tu te reconnais dans ces schémas-là, ce que je peux te dire et ce que j'aurais aimé me dire il y a quelques années, c'est laisse faire. Laisse-le te montrer qui il est. Ne le pousse pas vers ce que tu voudrais qu'il devienne. Parce que l'amour vrai, il laisse grandir naturellement. Et en ce qui me concerne, j'ai dû me prendre un mur pour en arriver à ces conclusions et avoir tous ces schémas-là. Donc c'est de toute façon, je pense, dans ces histoires temporaires, dans ces histoires d'amour qui ne durent pas, dans ces difficultés qu'on peut avoir, il y a de toute façon soit une leçon, soit un miroir, dans le but de guérir et grandir. C'est vraiment, pour moi, là l'objectif aussi. Et c'est ça qui est très beau dans les jeux relationnels, dans les dynamiques relationnelles. Et d'ailleurs, après ce genre de prise de conscience ou de relation, on a des tests. Il y a des personnes qui arrivent sur notre chemin pour voir où on en est. Moi, j'ai eu quelqu'un qui s'est présenté comme ça 1 an après ma séparation, où il y avait quelque chose, il y avait vraiment une connexion. Et j'ai vu à un moment donné des blessures remonter, parce que c'était quelqu'un qui était donc assez évitant, à ne pas répondre, à mettre du temps en tout cas à répondre, peur de s'engager, voilà, la sensation qu'il ouvrait des portes un peu à droite à gauche. Et ma première réaction, ça a été je ne suis pas assez, ou je vais m'accrocher, ou peut-être qu'il a besoin de temps, à trouver 17 milliards d'excuses. Et il y a 2 choses qui se sont passées. La première, c'est que j'ai réalisé que quand on est en relation avec quelqu'un qui a une figure d'attachement, qu'elle soit anxieuse ou évitante, il peut arriver qu'on commence en fait à mimer cette figure d'attachement, à mimer son comportement. La personne avec qui je me suis cassé les dents, c'était un anxieux. Et en me voyant être anxieuse dans l'attente de messages, etc., je me suis dit, mais attends, mais Lisa, mais c'est pas toi en fait, t'es pas comme ça à la base. Et c'est là que j'ai réalisé, que je me suis dit, mais en fait, mon ancien partenaire, c'est pas qu'il m'aimait à la folie, c'est qu'il était ultra anxieux en fait, et qu'il était tout le temps en train de demander, de chercher le contact,
plus, ou de, voilà, d'être dans une forme de démonstration, mais qui n'était pas une démonstration pour donner, mais qui a été une démonstration depuis un espace de manque, depuis un espace anxieux, depuis un espace de j'ai besoin, nourris-moi. Et c'est très intéressant de voir ces dynamiques. Et d'ailleurs, si vous pouvez lire Attached, qui est un livre sur les figures d'attachement, je pense que ça va changer votre vie. Moi, si j'avais pu avoir accès à ces connaissances, à ce livre-là il y a quelques années, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qui seraient passées différemment. Mais voilà, donc, dans tous les cas, la vie nous montre, nous enseigne, et clairement pas de regret là-dessus. Il fallait juste que je comprenne et que je vois les choses. Donc quand j'ai rencontré quelqu'un qui était un peu évitant, un peu bizarre, j'ai d'abord vu mon schéma en me disant waouh, attends, il se joue quelque chose là. Et puis deux, j'ai mis quelques semaines, mais au bout d'un moment, je me suis dit attends, mais avec ce que tu as traversé, tu en as encore à te poser des questions sur ta valeur et à douter et à te minimiser. Et en fait, je me suis dit non, mais c'est bon, c'est terminé en fait. C'est même pas limite posée, parce que pour moi, la limite posée, ça veut dire qu'on tolère quelque chose et puis. Alors, tu peux être normal 5 jours par semaine, et puis il y a 2 jours par semaine où tu peux complètement me ghoster, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de limite à poser, c'est je ne veux pas ça. C'est terminé en fait. Et c'est je ne veux pas être le programme que tes blessures me demandent de jouer. Et je ne veux pas l'inverse non plus. Et donc, dans mon célibat aujourd'hui, très honnêtement, je me sens heureuse et libérée de certains schémas passés qui me permettent de faire des choix plus conscients sur quelle personne je vais faire entrer dans ma vie. Et je sais que beaucoup d'entre vous, on est nombreuses en fait à vouloir aujourd'hui des hommes qui sont plus conscients. Mais malheureusement, il ne suffit pas de vouloir. Je pense qu'il est nécessaire de voir aussi comment, en tant que femme, ou en tout cas partenaire, je prends vraiment l'exemple homme-femme, bien sûr, ça pourrait être homme-homme, femme-femme, bien sûr, mais c'est quelle est notre part de responsabilité dans cette dynamique. Parce que par exemple, avec cet homme qui avait un comportement évitant, si j'avais continué à jouer au jeu du chat et de la souris, je peux vous dire qu'on y serait encore aujourd'hui, c'est certain en fait. Pourquoi ? Parce que on est super fortes, les femmes, à trouver 17 000 excuses à des comportements qui ne sont pas OK. Souvent, quand il y a des dynamiques comme ça, on va toujours avoir l'hameçon qui va venir nous rechercher, il y a des choses qui va nous montrer, on se dit « Ah mais quand même !» Puis il travaille beaucoup, puis il est pris. Puis tu sais, c'est dur pour lui l'engagement, c'est un enfant de parents divorcés. Et puis bon, il vient juste de se séparer. On est très forte à ça, d'accord ? Jusqu'au jour où on réalise qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends. Pour ma part, moi j'ai besoin d'un mec qui show up, qui est là. Ça me rappelle un ami homme d'ailleurs, qui me disait « C'est quoi tous ces mecs qui, parce qu'ils ont souffert, ils s'autorisent à être des connards en fait ?» Désolée pour la vulgarité, mais c'était vraiment pour le citer. Et c'est vrai. Et c'est vrai parce qu'on a tous des blessures. On a tous traversé des choses compliquées. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait en fait ? Et pour moi, faire de la place à un homme conscient, c'est savoir dire non sans regret à quelqu'un qui ne fait pas le travail et qui ne prend pas cette responsabilité-là. C'est en ça que je veux dire qu'on a notre part de responsabilité dans ces dynamiques. On ne peut pas espérer qu'en face, ça change, ça bouge, si on autorise toujours le minimum syndical. C'est pas possible. Donc si je résume, la question, c'est prendre la responsabilité en se demandant qu'est-ce que je veux, moi, chaque jour. Et vous pouvez vous poser différentes questions selon votre situation. Est-ce que je nourris un homme évitant par des efforts démesurés, par des contorsions de moi-même ou des excuses que je lui trouve ? Est-ce que je me contente d'une présence ou est-ce que je me sens nourrie dans la relation ? Est-ce que je suis plutôt la mère, la thérapeute, la coach ou la fille plus que la femme dans la relation ? Est-ce que je reste par espoir, par peur ou par amour réel ? Ou encore, est-ce que je ne suis pas en train de me contenter plutôt que de m'épanouir ? Et ça, c'est des questions qu'il est important de se poser. Un jour, j'ai un homme qui m'a dit « On te sent tellement en place, autonome, sereine avec toi-même, que c'est intimidant. » Et il a ajouté « Ça peut être difficile pour un homme de t'aborder. » Alors je pense que vous vous doutez de ma réponse. Je lui ai dit « Celui qui ne m'aborde pas, c'est juste que c'est pas le bon en fait. » Parce que je ne veux pas d'un homme qui a peur que je brille trop par rapport à lui, juste parce que j'ai enfin pris conscience de ce qui brille en moi. On met des décennies à voir ce qu'il y a en nous, parfois on chemine encore, donc c'est clairement pas pour l'éteindre au premier venu. Et ces hommes conscients que vous cherchez, mesdames, ils cherchent des femmes qui rayonnent et qui ont conscience de leur rayonnement. Personne ne pourra voir votre lumière, vos qualités, votre singularité, si vous ne savez pas déjà les reconnaître en vous et les honorer. Ça me rappelle un moment lors d'une immersion où je suis arrivée dans le chaland en me disant « Tiens, pour le cercle de parole aujourd'hui, j'ai aussi envie de leur demander c'est quoi leur
leurs dons, leurs forces, leurs qualités dont elles sont fières. Et le cercle a commencé et au fur et à mesure, on a toutes été témoins de femmes qui disaient, c'était par exemple, je pense que je sais écouter, en tout cas un petit peu. Voilà, ok, le bâton de parole passe, et puis voilà, c'était timide, c'était introverti, c'était stressé, c'était tendu, c'était anxieux, c'était pas à l'aise. Jusqu'à ce que j'interrompe le cercle pour dire, et je me souviens que je leur ai dit ça, c'est je n'en peux plus de voir des femmes qui sont belles, qui font le taf, qui prennent du temps pour elles, qui se remettent en question, qui donnent beaucoup de leur personne, qui sont tout le temps dans la recherche de donner le meilleur d'elles-mêmes, se diminuer à ce point-là et ignorer la force qu'elles ont et les qualités qu'elles ont. Il est grand temps, en fait, si on a envie d'avoir des hommes qui sont puissants, conscients, rayonnants, il va falloir qu'on soit aussi, et elle est là aussi notre responsabilité, en fait. C'est d'oser voir ce qu'on met sur la table, d'oser voir notre valeur. Il y a vraiment, si vous voulez, cette nécessité d'être très au clair sur qui vous êtes, ce que vous voulez, elle est où votre valeur. Qu'est-ce que vous allez chérir et protéger. Là, par exemple, pour les qualités, demandez-vous, c'est quoi mes qualités? C'est quoi mes dons? C'est quoi ce qui est peut-être plus facile pour moi que pour la plupart des personnes? Il y a des personnes qui sont des psy innés. Il y a des personnes qui, en effet, savent très bien écouter, d'autres qui sont particulièrement bonnes cuisinières ou ultra créatives. D'autres vont être des chanteuses incroyables. Certaines sont clairvoyantes. Certaines... On a toutes quelque chose. On a tous. Et les personnes qui là se disent « Ah non, moi j'ai rien », c'est le moment. C'est le moment en fait de vous questionner. C'est le moment d'aller demander l'avis de vos amis, de votre famille, d'aller en thérapie, de vous faire accompagner pour voir le trésor qu'il y a en vous. Ce qui demande à être protégé, choyé, pour ensuite être révélé au monde, parce qu'on en a besoin aussi. Et demandez-vous, c'est quoi que les autres reconnaissent en vous? C'est quoi cette qualité encore timide qu'il est temps aussi de montrer au monde? On porte toutes et tous en nous un éclat que personne ne peut éteindre, sauf nous-mêmes. Donc lâchez les chevaux. C'est le moment, c'est l'invitation. Et pour en revenir à la relation, vous pouvez aussi vous poser certaines questions. Comme est-ce que vous vous sentez vu? Est-ce que vous vous sentez aimé, honoré dans cette relation? Est-ce que vous pouvez exprimer vos besoins sans la peur de perdre l'autre? Est-ce que vous savez exprimer vos besoins? Et si oui, est-ce qu'ils sont entendus et est-ce que l'autre fait un effort pour y répondre? Et attention ici, quand je parle de partager vos besoins, je ne parle pas des besoins personnels individuels. Ce qui est propre à votre bien-être, à votre sécurité, à votre sérénité, ça c'est vous et vous-même. Je parle vraiment de vos besoins dans le couple. Est-ce qui permet à la relation d'être fluide, d'être stable, d'être épanouissante, d'être vivante? Par exemple, je suis quelqu'un de très autonome, mais dans la relation, j'ai besoin d'être soutenue, j'ai envie d'être soutenue. Et j'ai aucun problème à demander de l'aide quand je suis seule et que j'ai besoin d'aide, que ce soit à des amis ou à mon partenaire. J'ai aussi besoin que les tâches ménagères soient réparties. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est force de proposition par rapport à ça et que je n'ai pas besoin de lui apprendre la vie en fait. Pourquoi? Parce que les tâches elles sont dupliquées, donc on est deux à prendre les choses en charge. J'ai aussi besoin, pour ma part dans la relation, mon langage de l'amour, c'est en tout premier lieu les moments de qualité. Donc vous pouvez vous demander, est-ce que c'est aussi les moments de qualité ou est-ce que c'est plutôt le toucher, les compliments, les cadeaux, les services rendus, qui sont aussi une manière de donner ou de recevoir l'amour. Et si vous ne savez pas quel est le langage de l'amour de votre partenaire, demandez-lui, discutez de ça. Donc si je résume, on est nombreuses à vouloir un masculin plus conscient, des hommes plus respectueux. Mais je pense que ce changement qu'on attend viendra quand on arrêtera de se satisfaire. Et cette phrase, elle peut être ultra violente, j'en ai bien conscience, mais pour moi, ça vient aussi de ça. Et c'est ça dont je parle quand je dis qu'on a notre part de responsabilité dans ce qu'on nourrit dans la relation. Je dis ça parce que j'ai accompagné des centaines de femmes à travers les immersions, à travers les guidances, les séances que je fais en individuel, qui me partagent leur histoire. Et ça me fait mal de voir des femmes qui restent enfermées dans des relations où elles sont éteintes, où elles sont frustrées, où elles ne sont pas entendues, où elles ne sont pas respectées, juste parce qu'elles sont coupées de leur pouvoir, juste parce qu'elles ont oublié qui elles sont. Parce qu'elles se regardent dans le miroir, mais elles ne voient pas ce que je vois en fait. Elles ne voient pas leur lumière, leur talent, tout est réprimé. Elles ont appris à courber le dos, comme je disais précédemment. Parce que ça nous a été légué aussi.
c'est dans l'inconscient collectif. Donc, à partir du moment où on va faire ce travail de voir ce qu'on porte, de voir nos schémas, d'oser dire non, de ne pas avoir peur d'être seul pour demander plus, là en face, ça va bouger. Et donc les histoires de « parce qu'il veut voir ses parents tous les dimanches et je ne peux pas voir les miens », parce qu'il n'aime pas mon corps, on ne fait pas assez l'amour et je suis frustrée, parce qu'il est jaloux, je ne peux pas porter telle tenue et je ne peux pas sortir. C'est terminé en fait. C'est terminé. Parce que là, on est en train de rejouer des blessures du féminin qui datent de Mathusalem. Ces femmes soumises, abusées, ridiculisées, diminuées, qui nous ont légué le fait qu'il fallait courber le dos. Ces femmes bridées dans leur voix, dans leur corps, dans leurs désirs. On a toutes les stigmates, voire les plaies encore grandes ouvertes, laissées par un masculin abusif, inconscient, blessé aussi. Donc combien de temps on va attendre pour que ça bouge en face en fait ? Et en ce qui concerne notre féminin blessé, je pense que la guérison ne passera pas uniquement par la revisite de la douleur, mais par le fait de savoir ce qu'on ne veut plus, pour savoir ce que l'on veut et d'oser le clamer, d'affirmer nos limites, de choisir ce qui nous honore, nous respecte, d'oser quitter ceux qui ne respectent pas ça, d'exiger la réciprocité, d'oser parler sans trembler, d'exprimer notre désir. Tout ça, ça fait partie aussi de ce processus. Et il y a beaucoup de femmes qui ignorent qu'elles ont peut-être ces blessures du féminin, mais qui pourtant me disent « je n'arrive pas à prendre la parole, j'arrive pas à me montrer, j'arrive pas à prendre ma place, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur d'être critiquée, j'arrive pas à me positionner face aux hommes ». Voilà. Et donc la guérison passe par ça en fait. Le féminin guérit quand il arrête de se contenter. Et le masculin guérit quand il est face à un féminin souverain. Et je vous assure que quand vous êtes très au clair avec qui vous êtes, quand vous êtes dans votre pouvoir, dans votre souveraineté, quand il n'y a plus la peur d'être seul, parce que vous savez ce que vous voulez, ça va naturellement écarter les personnes qui n'ont rien à faire là. Et ça va gentiment attirer, en temps et en heure, les personnes qui sauront vous voir, qui sauront vous reconnaître. Et parfois, c'est challengeant parce qu'il y a des petits tests. Hein, on a tous nos petits tests au milieu. Et les tests ne sont pas forcément quelque chose qui est acheté, qui est à refuser. Mais par contre, c'est de tout de suite dire, est-ce que je vais être en capacité de dire ce que je veux ? Parce que vous allez voir que peut-être ce qui s'est présenté comme un test, c'était en fait l'homme de votre vie qui avait juste besoin de l'affirmation de vous-même pour oser se révéler, pour oser se dépasser et s'engager. Donc il y a quelque chose de très beau qui nous demande à tous de guérir, de grandir, de mettre plus de conscience, de revenir à notre responsabilité, à notre choix. J'ai parlé récemment sur mes réseaux sociaux de la communauté, de comment on construit une communauté de cœur. C'est le même principe. Ça m'a demandé, pour ma part, d'être entourée de personnes qui sont comme mes frères et sœurs et avec qui on a traversé des choses parfois difficiles. Ça m'a demandé de poser ma vérité, de dire non, de parfois m'éloigner, d'être très au clair sur mes valeurs, d'être très au clair sur qui je suis, pour m'entourer de personnes avec qui c'est OK. Et ça peut être challengeant, surtout dans des moments de notre vie où on se sent particulièrement vulnérable ou particulièrement seul. Mais la vie, elle nous le rend toujours en bien. Quand vous vous choisissez, vous, la vie vous le rend tellement bien. Ça fait partie de l'initiation. C'est ça qui permet de guérir et grandir. C'est pas dans... Quand on est malade, on a de la fièvre, on a des courbatures, c'est pas agréable. C'est pareil. Avec ce type de guérison, c'est exactement la même chose. C'est pas confortable, mais c'est momentané, ça ira mieux après. Ok ? Alors, à la question de comment je fais à vivre mon célibat et ma non-maternité à 39 ans, écoutez, je suis très reconnaissante en réalité d'avoir eu la chance en fait, que ces relations temporaires m'aient permis de me libérer de certains schémas. Je ne dis pas que tout est éclairé, mais en tout cas, j'ai la sensation d'être au moins un petit peu plus consciente de comment est-ce que je vis ma vie. C'est beaucoup moins sous l'emprise de blessures, de schémas inconscients. Il y a plus de prise de recul, plus de connaissance de moi-même et donc de capacité à voir qui est-ce que je fais rentrer dans ma vie ou non. Parce qu'aujourd'hui, clairement, ça a aussi été un choix à un moment donné que j'ai dû faire, c'est je ne veux plus ces feux d'artifice en fait. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est un feu de cheminée. Ce feu de cheminée, c'est stable, c'est chaud, c'est sécurisant, c'est profond. Tout le monde veut un feu de cheminée en fait. On nous fait croire par les films que l'extase et la passion et l'artifice extraordinaire, mais en réalité, ce qu'on recherche, c'est le feu de cheminée. Et c'est sexy, un feu de cheminée en plus. Et concernant le fait que je ne sois pas mère aujourd'hui, alors oui, bien sûr, il y a des moments
où j'ai eu peur, où j'ai douté, où je me suis dit que je le vivrais peut-être jamais parce que bien sûr c'est revenu au galop. J'ai vécu il y a quelques années de ça une expérience assez dingue où j'ai connecté avec l'âme de mon enfant et c'était très clair qu'il était là et qu'il était prêt à venir. Et je lui ai dit, moi je suis prête, mais il faut juste que tu choisisses ton père et que tu me le présentes à un moment donné, c'est accessoirement. Mais je sais qu'il y a ce possible et je le sens de plus en plus. Mais aujourd'hui, je ne me sens absolument pas frustrée de ne pas être mère parce que je me dis que ce que je vais pouvoir lui offrir comme éducation grâce à la femme que je suis devenue va lui faire gagner beaucoup de temps aussi. Et attention à celles qui culpabilisent déjà en entendant ça, parce que je vous entends, je vous entends et je sais qu'on fait tous de son mieux et que voilà, chaque être a son propre chemin et que tout est parfait. Pour ma part, j'ai pas eu les meilleurs modèles, j'ai pas eu les meilleures relations, mais c'est ce qui fait la femme que je suis devenue aussi en fait. Donc, clairement pour moi, si on pouvait tous faire l'école des parents avant de devenir parents, on ferait gagner tellement de temps à nos enfants, ne serait-ce que dans leur manière de relationner, dans leur niveau de confiance, dans leur capacité à vraiment, j'ai Sirius qui s'invite derrière moi, dans leur capacité à exprimer leurs dons, leur magie, à oser se révéler en fait. Mais mes parents n'ont pas fait cette école, les parents de mes anciens partenaires non plus. Et on a eu nos blessures, on a eu des relations magnifiques, des relations destructrices. Mais c'est aussi ça qui a, en tout cas pour moi, fait la femme que je suis. C'est mon choix d'âme, c'est mon chemin, et j'avais besoin de le suivre. Et pour celui qui me reste à suivre, oui, j'aimerais être mère, je suis aussi très réaliste. Et comme je le disais précédemment, je, je suis très résiliente par rapport à ce que la vie pourra m'offrir. Et il y aura, quoi qu'il arrive, du beau dedans, c'est certain. Voilà les amis, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous propose de vous retrouver demain où je continuerai sur ma lancée. Je vous ferai un focus sur la congélation de vos sites et quelle a été ma décision finale. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très vite.